Laurent, c'est vous qui avez devant vous le micro, désolé, ingénieur de recherche en agronomie à l'INRAE, sur cette question de la transition écologique et du numérique. Vous allez nous éclairer de votre fonction. Oui, bonjour tout le monde. Donc, Laurent Julia, je suis ingénieur de recherche et agronome donc, à l'INRAE à Sainte-Julian. Et vous travaillez sur la qualité de la clémentine. C'est ça, entre autres. Donc, j'ai commencé à travailler voilà, sur la qualité de la clémentine parce que c'est quand même un fruit phare en Corse. Et voilà, c'est essayer de mieux comprendre ce qui se joue dans ce fruit et comment on peut la maîtriser. Et on verra que du coup, on développe aussi pour ça des outils qui permettent aux producteurs de voir l'intérieur du fruit. Parfois, ils n'arrivent pas à le voir directement au champ. Donc voilà, mais également, je participe à d'autres projets de sélection de nouvelles variétés dans lesquels, par exemple, a parlé Jérémy et bien d'autres projets. Et le numérique entre dans nos activités de recherche. Mais pas que, dans l'agriculture de manière plus générale. Oui, dans l'agriculture, en matière générale, c'est des nouvelles technologies qui arrivent. Dans lequel on doit les adopter. Voilà, ils ne sont pas toujours utilisés. Pourquoi? Voilà, c'est des nouvelles technologies. Jacques Abatucci, peut-être à votre gauche, comme ça on fera repartir le Bonjour. Micro à l'autre bout de la table. Donc, éleveur. Bonjour. Moi, je suis éleveur. J'ai depuis quelques générations. Je suis dans le Taravo, un endroit qui est quand même adapté à l'élevage bovin. Et donc, j'ai fait un choix de travailler sur une souche rustique qui est adaptée justement au réchauffement climatique, à toute la problématique qu'on peut avoir aujourd'hui. Et l'originalité de l'exploitation de la ferme, c'est que aujourd'hui, j'essaye d'avoir une autonomie complète et d'avoir maîtrisé la chaîne complète du compost à la barquette de viande qui est vendue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je maîtrise toutes les étapes alimentaire, transformation du compost à la barquette de viande vendue. Et ça, c'est très important aujourd'hui dans le cadre de l'impact environnemental. Et bien évidemment, je travaille sur l'informatique aussi et on était obligé de mettre en place tout un système de traçabilité qui nous permettra plus tard quand on pourra acheter un morceau une tranche de viande, de savoir où la bête a pu pâturer, quoi, pour garantir au consommateur que le produit est de qualité et savoir ce qu'il mange et comment ça a été nourri. Ça, c'est des choses très importantes aujourd'hui. Et toujours avec l'impact environnemental le plus positif possible. Ce qui, aujourd'hui, n'est pas encore le cas, mais qu'on peut bien améliorer. On a une grosse marge de progression. Et c'est avec les collectivités, avec les différents services d'ingénierie qui peuvent travailler sur la Corse, je pense qu'on peut avoir la capacité de faire quelque chose d'exemplaire. Jean-Marc Ambrosiani, directeur régional de l'ADEME. L'ADEME, c'est l'agence de la transition écologique Corse. Souvent, Jean-Marc, et vous le déplorez, pris seulement pour son effet tiroir-caisse, son levier tiroir-caisse. Au-delà, les projections et la logique de l'ADEME pour toutes les transformations, et notamment celles de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Oui, tout à fait, enchanté. Bon, je connais pas tout le monde, effectivement. Vous m'aviez invité aujourd'hui à venir participer dans un atelier où l'ADEME n'est pas souvent présent sur l'agriculture, l'agroalimentaire. Malheureusement, ici en Corse, on n'est pas très étoffé sur ces sujets-là, et donc j'ai rarement l'occasion de parler avec vous. Par contre, c'était l'occasion aussi d'échanger, de vous présenter un petit peu aussi cet ADEME qui est à votre service, qui est au niveau national, dont le rôle c'est d'aider à éclairer, d'aider à regarder les chemins qui sont devant nous et les enjeux que l'on va devoir surmonter tous ensemble. Donc les travaux sur l'agriculture, l'alimentation sont au cœur des travaux de mes collègues du siège, donc je vais essayer aujourd'hui d'en partager une partie avec vous. Effectivement, comme vous le disiez, souvent on est connu pour l'aide qu'on va pouvoir apporter à un certain nombre de projets. Le dernier maillon finalement de la chaîne de l'accompagnement, le financement. Voilà, tout à fait. Le financement étant la cerise sur le gâteau. Et en fait, je voulais commencer par attirer votre attention, enfin, pour ceux qui ne nous connaissent pas complètement, c'est qu'effectivement, on va travailler très en amont à aider des recherches. On en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure dans l'innovation. Mais aussi à aider à travailler les imaginaires, parce qu'on travaille avec des sociologues de notre siège depuis des années, et on sait très bien
que les changements ne se feront pas sans avoir reconstruit tous ensemble, au niveau des territoires, au niveau national, de nouveaux imaginaires, des visions du futur qui permettent à tout le monde, à chacun, de se projeter et d'engager, de prendre les bonnes décisions dans ces transformations. Donc c'est une partie du travail que je vais évoquer avec vous aujourd'hui. Et puis au-delà de cette assistance qu'on peut donner à se projeter dans le futur. Donc, je vous parlerai des visions transition 2050 que l'ADEME a travaillé dans un objectif d'une France qui deviendrait zéro carbone, enfin, sans impact climatique à partir de 2050. Il y a des enjeux, il y a des options possibles. On en connaît beaucoup, on en partage beaucoup. Par contre, il y a aucune des options possibles qui se fasse sans transformation, et sans transformation notamment de notre alimentation. Donc je me disais que c'est un enjeu suffisamment fort pour qu'on en parle et qu'on partage ça un petit peu aujourd'hui. Après ces visions, eh bien, on vous accompagnera aussi bien sur la partie formation, information, sur la mise à disposition, le développement et la mise à disposition d'outils. Je vous parlerai un petit peu d'outils partenariaux, comme le numérique fait partie de cette table ronde. Et puis on finit après effectivement sur des projets et donc l'accompagnement des projets. Merci beaucoup pour cette présentation également. Christian Agostini, président de Calendula, association pour la promotion de l'agroécologie en Corse, dont l'objectif principal, et il y en a d'autres, est la mise en place d'une plateforme collaborative en Corse sur l'agroécologie. C'est ça. Bonjour à tous, merci de m'avoir invité. Alors, d'autant plus merci que c'est un projet qui est avancé mais en cours, donc je suis peut-être le seul à ne pas avoir fait quelque chose de concret pour l'instant. En fait, d'abouti, de concret, oui. D'abouti, voilà, de concret. Et puis vous avez là quand même pas mal d'acteurs que vous aimeriez réunir. Exactement, et de faire des rencontres, voilà, de trouver des partenaires. L'association, en fait, elle se charge au départ de faire de l'expertise et du conseil en agroforesterie, permaculture, et elle fait de l'accompagnement en technique de maraîchage pour des jeunes qui veulent s'installer, en particulier sur l'espace est agricole de la ville d'Ajaccio. Et donc le projet là qui m'amène ici, en fait, c'est ça, une plateforme collaborative. Parce que si je reprends une des interventions de ce matin qui mettait en évidence qu'on manquait de pédagogie en quelque sorte, voilà, de pédagogie, de mise en réseau, de sensibilisation. Il nous semble il y a eu différents projets, d'ailleurs y compris de personnes qui faisaient partie de l'université, pour essayer de créer une structure qui permettait de faire se rencontrer, de collaborer les gens qui sont intéressés par l'agroécologie, mais qui se sont toutes épuisés par manque de temps, puisque les acteurs sont soit agriculteurs et n'ont pas forcément la possibilité de travailler sur ce genre de projet, soit de financement, parce qu'au bout du compte, ça devient vite assez cher de faire une plateforme de ce genre. Et donc voilà, on est en train de mettre en place cette plateforme. Merci. On reviendra sur les collaborations que vous appelez de vos voeux et sur la manière dont vous allez sourcer les données, vous assurer qu'elles sont fiables, bien évidemment. Merci infiniment. Christian Magro, enfin, cofondateur de Chestnut, une start-up de valorisation des coproduits. Alors les coproduits, on en a déjà parlé ce matin, avec Jando Valentini notamment, avec lequel vous travaillez. Christian. On se connaît un petit peu, oui. D'où ma présence ici. Parce que je pense que je suis dans les rares non locaux de cette journée. Donc déjà, merci de l'invitation et de m'accueillir. Donc oui, Chestnut, c'est une entreprise qu'on a créée, j'ai co-créé avec deux autres associés il y a 4 ans maintenant. Et nous, justement, on essaye de donner de la valeur à tout ce qui est produit par le monde agricole, mais qui ne rentre pas dans l'alimentaire. Donc pour prendre l'exemple des clémentines, puisque j'ai un super jus ici, pour produire des clémentines, il y a surtout en Corse, il y a des feuilles. Alors c'est moins le cas sur les agrumes, mais on travaille beaucoup sur les prunus. Vous imaginez les pêches dans la Drôme, puisque nous sommes basés à Valence aujourd'hui. C'est valoriser les bois de taille, c'est valoriser les fleurs, c'est valoriser
tous les fruits déclassés qui ne deviennent pas du jus de fruits, il reste encore des choses, et même après pressage, il y a encore des coproduits. Donc voilà, c'est vraiment de donner de la valeur finalement à tous les gestes techniques qui vont amener le monde agricole à produire un aliment et de trouver des nouvelles filières de valorisation. Donc pour être très concret par exemple, et prendre un exemple qui ne correspond pas du tout aux agrumes exprès, donc dans la Drôme on a quand même pas mal de pêchers, d'abricots et de pommiers, et l'idée pour avoir des jolies pêches il faut tailler les rameaux, là ça va pas tarder d'ici 2-3 mois. Nous l'idée c'est un geste technique qui a un coût, donc ce rameau on le récupère et on regarde qu'est-ce qu'on peut faire. Donc on a monté des laboratoires à Valence qui nous permettent d'identifier ce qui peut être intéressant dans cette matière première, de voir à quel marché on peut les adresser et évidemment de fabriquer les produits et de les mettre sur le marché. Et la logique de fonctionnement, c'est vraiment de se caler à l'agriculture de territoire, parce que faire voyager une biomasse qui est à 70% de l'eau, c'est un petit peu compliqué. Donc on est vraiment dans cette notion aussi de territoire, et d'où ma présence ici, et je crois qu'en notion de territoire, la Corse, c'est un bel exemple. Donc aujourd'hui, concrètement, on utilise par exemple des rameaux de cerisier pour faire un actif qui rentre dans des compositions de produits cosmétiques. Aujourd'hui, on travaille sur des feuilles d'agrumes pour des substances naturelles antifongiques, donc utilisables en agriculture. On travaille sur des fibres végétales pour faire des agromatériaux. Voilà, on est sur plein de sujets comme ça. Et juste pour conclure avec ça, on est très proche aussi ce que vous a dit Jean Doantini ce matin en termes de sens de l'entreprise. Moi, j'aime voir l'entreprise qu'on a créée comme une cellule végétale. Donc, c'est un monde ouvert, c'est pas comme une cellule animale. Et l'idée, c'est vraiment de travailler avec tout le monde. Donc, un de nos associés est agriculteur, et c'était important dans le montage du projet. Moi, je suis un chimiste, donc c'est moi l'impact carbone du groupe. Mais c'est vraiment d'utiliser toutes les forces des territoires. Donc, travailler vraiment en collaboration avec les agriculteurs et pas uniquement comme des producteurs de matières premières pour nous, mais également avec le monde académique, avec le monde de la recherche privée, enfin voilà, tout cet environnement-là. Moi, j'ai une question pour vous. Quelle est la place du numérique dans cette société ? On a bien compris qu'en termes de transition, on allait optimiser tout ce qui coûtait de l'argent dans les exploitations, pour le dire vite. C'est ça. Et au niveau numérique, alors, puisque c'est la thématique également de cette table ronde. Sur le numérique, alors nous, on n'est pas... la gestion des data, peut-être. Voilà, on ne construit pas des drones, on n'est pas du tout dans cette idée-là. Mais l'idée, effectivement, ce qu'il faut voir, le monde végétal, donc là, je vais vous parler comme un chimiste. En fait, moi, c'est une super usine biochimique qui sait faire plein de molécules différentes. Donc tout à l'heure, sur la première intervention de l'INRAE, on parlait vraiment de big data. On est sur des métiers où on génère énormément de données. Et vous imaginez, vous regardez un verger ou un champ de houblon ou quoi que ce soit, une plante, c'est des racines, c'est une partie plus ligneuse, c'est des feuilles, c'est des fleurs, c'est des fruits, donc c'est une quantité de molécules énorme. Donc c'est vrai que nous, dans nos recherches, on génère énormément de data, et ce qu'on essaye de construire, alors on a un gros projet avec le monde académique là-dessus, c'est vraiment d'utiliser ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, mais qui est finalement un outil logiciel qui sait gérer un flux de données important. C'est de dire, voilà, j'ai L'Oréal qui veut faire un produit anti-rides entièrement naturel, c'est de rentrer cette demande-là dans une base de données et de dire, voilà, l'éco-produit agricole qu'on peut trouver, c'est là, sur quel territoire, donc de regarder où est-ce qu'on peut le fabriquer, où est-ce qu'on peut le transformer, regarder tous les aspects logistiques. On parlait beaucoup de logistique ce matin, c'est aussi dans nos métiers, c'est important, parce que quand on travaille sur le végétal, il faut vraiment mettre l'industrie au milieu du champ, parce que ce que je disais tout à l'heure, en plus là, dans un territoire insulaire, vous imaginez un truc plein d'eau, lui faire traverser la Méditerranée pour le sécher sur le continent, c'est complètement idiot, ça paraît idiot à tout le monde, mais c'est vraiment des choses à gérer. Aujourd'hui, on est tous d'accord, on ne peut pas imaginer l'industrie ne pas prendre en compte ces contextes environnementaux. Donc sur la data, pour nous, c'est ça, c'est qu'on en génère beaucoup, donc d'avoir des outils qui nous permettent, qui sont plus des aides à la décision, je dirais, et justement dans cet esprit de travail collaboratif, c'est important. Et il y a aussi une autre chose qui est vraiment importante sur le numérique, alors qui nous incombe moins, mais qui devient pour nous problématique, c'est que, alors c'est marrant, les produits pétrosourcés, en fait, personne ne sait d'où vient le baril qu'on utilise pour faire ce qu'on a beaucoup dans cette pièce, parce qu'il y a beaucoup de produits pétrosourcés. Sur les substances naturelles, en fait, on demande beaucoup de traçabilité. C'est-à-dire qu'on va avoir des études génétiques sur les matières premières pour être sûr que c'est bien une clémentine de Corse, c'est pas une clémentine d'Israël. On va vous demander toute la chaîne de valeur en certification bio ou autre de tout tracer. On va demander les certificats d'origine végétale sur les arbres aussi, alors qu'on va faire un ingrédient cosmétique. Donc c'est vrai qu'il y a toute une traçabilité encore une fois, de données à avoir. Et sachant qu'aujourd'hui, parce qu'on parle de supply chain dans ce que j'explique, c'est qu'en plus aujourd'hui, nos matières premières, c'est des choses qui sont jetées.
c'est du déchet, puisque, enfin, je veux dire, je pense que personne s'amuse à stocker des feuilles ou des fleurs fanées. Nous on adore ça, mais, mais voilà. Donc là, en plus, il faut inventer un nouveau système de rendre un déchet un produit noble et du coup de le référencer comme on a une traçabilité sur n'importe quel produit alimentaire. Donc c'est là aussi où c'est les outils numériques, on va vraiment avoir besoin de tout ce qu'on a mis en traçabilité de supply chain sur des produits alimentaires. Il faudra qu'on le fasse aussi sur des produits qu'on ne mange pas aujourd'hui. Donc il y a aussi pas mal de boulot à mettre en place là-dessus. Et c'est pour ça qu'on travaille avec tout le monde, parce qu'on ne peut pas le faire tout seul. Enfin, Christian Magro, vous êtes une société à mission. Oui. Ça veut dire quoi? Alors, société à mission, c'est quelque chose pour nous qui était important. Pour faire très court, en fait, une entreprise est là pour gagner sa vie, ce que je trouve très bien. Nous, il faut qu'on fasse du chiffre d'affaires pour exister, parce que sinon, on n'existe plus, et puis surtout, on perd tous les emplois qu'on a créés. Et en fait, c'est vraiment ce qu'on appelle une raison d'avoir. C'est-à-dire que le but d'une entreprise, c'est de gagner sa vie et de générer des profits. La société à mission, c'est rajouter autre chose, c'est rajouter aussi une raison d'être. Donc là, on est vraiment sur la posture. Et effectivement, pour nous, ça a été du sens. On a créé Chestnut assez tard dans nos carrières, donc si on l'a fait, c'était aussi pour créer un objet qui a du sens. Et ce que disait Jean-Dominique ce matin, on est vraiment très, très proche de ça. Nous aussi, on fait pas de RSE, on fait du RST. Mais c'est vrai que c'est de repositionner aussi l'humain, et c'est une chose aussi pour nous qui est importante, et j'en entendais parler pas mal ce matin, c'est le fait de se parler, de travailler ensemble, d'être voisins, mais finalement on fait des choses différentes, donc on se parle pas. Et c'est vraiment encore une fois, d'être cette cellule végétale ouverte. Et dans nos raisons d'être, nous, c'est vraiment le cœur, c'est de remettre l'agriculture vraiment au milieu de l'industrie, parce que c'est deux mondes qui se parlent pas. Moi, je suis chimiste, on m'a dit de toute façon la chimie ça pue et ça pollue, puis en plus on fait des produits phytosanitaires qui sont pas beaux du tout. Non, on peut parler aussi avec le monde agricole, et c'est via l'échange, parce qu'un truc, moi je découvre le monde agricole, je me revendique pas du tout de ce monde-là, mais le monde agricole est extrêmement innovant. Moi qui viens de recherche universitaire ou de recherche privée de très gros groupes chimie, oui, il y a beaucoup d'innovation dans l'agriculture, et quand j'entends le monsieur qui parlait finalement d'utiliser à 100% finalement du début à la fin de sa filière, voilà, on est sur l'économie circulaire, on est sur l'innovation, donc l'innovation vraiment partout, et c'est vraiment de tout ça dont on veut se nourrir, et c'est vraiment le rôle d'une société à mission, c'est quelle posture on a et comment on se positionne dans l'écosystème. Voilà. Merci. Christian, avez-vous des questions? On a bien vu ce matin en fait que la question logistique est aussi quand même au cœur de la réflexion, puisque comment on crée de la valeur à un produit qui n'en a pas, sachant qu'en plus il y a un coût important à transporter le produit, à venir. Enfin, il y a des coûts de manutention, il y a des coûts de transport. Et comment on donne de la valeur à ce produit-là? Comment on embarque avec soi des producteurs qu'il faut peut-être convaincre aussi, parce qu'il faut peut-être mettre de l'argent en fait dans cette nouvelle production. Enfin, comment ça se passe? Alors chaque dossier est un peu particulier en fait, c'est assez compliqué. Je dirais qu'il y a une démarche générale. Pour moi, l'implication du monde agricole, quand vous parliez de logistique, un agriculteur est déjà un très bon logisticien par rapport à un chimiste. Donc il y a vraiment un apport à avoir ça. Après, nous aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on a une logique, aujourd'hui on est implanté dans la Drôme, notre laboratoire de recherche et développement est dans la Drôme et sera centralisé là-dessus. Et c'est vrai qu'en termes de développement, on est vraiment dans une logique de territoire, pour ce que je disais aussi au niveau du sourcing, mais aussi des capacités industrielles. Donc ce qu'on disait, on a du lien aussi, on discute avec l'atelier Corse. Pourquoi? Parce que c'est la même logique, c'est comment créer un outil industriel finalement à proximité du sourcing de la matière première, pour justement concentrer finalement ce qui est vraiment intéressant et ne faire voyager que ce qui a de la valeur. Et en fait, nous aujourd'hui, les réflexions qu'on a dans nos développements territoriaux, parce que c'est vraiment notre déploiement se fait, on crée plein de petites chestnuts un petit peu partout. Alors chestnut, on l'appellera peut-être châtaigne ici, parce qu'on est quand même bien dans le lieu. Mais c'est de regarder aussi ce qu'il y a en sourcing de biomasse, mais également ce qu'il y a en termes d'outils industriels de transformation. Et quand on dit qu'on développe des produits, donc des procédés, parce qu'il faut un procédé pour extraire une molécule intéressante d'une matière végétale, et ben on adapte aussi les procédés en fonction de ce qui est disponible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur certains produits qu'on fabrique dans la Drôme, on fabrique tout, c'est-à-dire que la biomasse est prélevée dans un champ à un endroit et on le transforme, et le produit est fini et part chez nos clients à moins de 50 km. En fait, on a adapté le procédé en fonction de ce qui était disponible dans un périmètre de 100 km autour de l'arbre qui nous intéressait, pour donner une image un peu grossière. Et c'est
la raison de ma présence ici, parce que je ne suis pas arrivé ce matin pour repartir ce soir, vous imaginez, c'est l'idée, c'est de voir un peu ce tissu-là, et s'il n'existe pas, comment on le crée de manière la plus logique possible aussi. Faut pas créer une pollution non plus dans un endroit qui en est exempt. Et là, du coup, le transport peut devenir aussi une solution acceptable. Il n'y a pas de vérité vraie il n'y a pas un label ou une norme de la bioéconomie, puisqu'on rentre dans ces thématiques-là. Donc, quand on parle vraiment de s'implanter dans un territoire, c'est effectivement le potentiel végétal qui est notre matière première dont on a besoin, mais aussi la partie transformation. Et il y a des transformations qu'on s'interdira parce que ça veut dire implanter un outil qui sera peut-être surdimensionné, parce que l'aspect économique, aujourd'hui en chimie, plus les unités sont grosses, plus elles sont facilement rentables. Après, il faut qu'il y ait le marché derrière, évidemment. Donc se dire, tant pis, on ne fait pas ce produit-là, on fait un produit en plus petite quantité, du coup on est plus proche d'une forme d'artisanat en local. C'est vraiment une adaptation à l'écosystème, c'est vraiment l'opposition au monde pétrolier. Moi j'aime bien dire ça, c'est qu'on parle de bioraffinerie quand on fractionne le végétal pour le valoriser. Une raffinerie, c'est un énorme truc très polluant et toute la matière première y arrive. Là, l'idée, c'est de faire plein de petites unités. On revient au bouilleur de cru. Moi, j'aime bien cette image-là. Où nous, l'idée, c'est on a notre unité sur une charrette et puis on y va dans le champ. C'est un petit peu plus complexe que ça, je ne vous le cache pas. Mais avec un alambic, on fait des très belles huiles essentielles sans problème. Donc, c'est aussi, ça fait partie des valorisations qu'on peut faire. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais c'est vraiment ce truc d'être au cas par cas. Et ce qui fait l'intérêt du territoire, c'est vraiment ce lien, et je reviens à la raison d'être, ce lien agriculture-industrie. C'est pour ça qu'on a créé, les fondateurs sont représentatifs de cette image-là. Oui, mais moi je vais réagir un peu à ce que vous venez de dire, justement, parce que quand j'ai démarré un peu l'étude un peu de l'évolution de mon exploitation agricole, j'ai commencé, grâce à l'ADEME qui m'avait financé, à faire une ACV, une analyse du cycle de vie, pour savoir où j'en étais avec ma production. Et pour savoir quel était l'impact environnemental de toute l'activité, pas simplement le bilan carbone, comme tout le monde en parle aujourd'hui, mais vraiment sur l'ensemble de l'activité. J'étais très fier, en tant que producteur en agriculture biologique, de produire mon compost, d'avoir énormément d'autonomie d'exploitation. Et puis finalement, une fois que j'ai fait l'ACV, je me suis rendu compte que j'étais, à cause de mon compost, un pollueur en méthane, et que donc c'était pas un bilan positif, et que donc automatiquement il fallait que je revoie la copie. Enfin non, la revoir non. C'est que j'essaie d'étudier un peu de quelle manière je pouvais améliorer les choses. C'est exactement ce que vous disiez, l'alambic et l'industriel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'ADEME a fait un appel à projet sur la méthanisation. La seule chose, c'est que, comme vous disiez, on va se retrouver avec des cabinets qui vont venir, moi, comme agriculteur, vous comprenez bien que je n'ai pas les compétences, mais pour aller chercher l'ingénierie, pour réussir à le faire, c'est très compliqué aussi. Donc, j'ai des gens qui vont s'adresser à moi, qui sont intéressés par le business, qui sont des industriels, qui vont rechercher des grosses structures, alors qu'effectivement, il se trouve qu'en Asie, il y a des petits méthaniseurs qui sont adaptés à des exploitations agricoles avec la production de compost qui peut être aménagée. Mais c'est une étude très compliquée à faire pour un exploitant agricole. C'est-à-dire que même si effectivement l'ADEME va la financer, c'est une énergie et des compétences que malgré le financement, on ne va pas réussir à amortir et même à trouver. Les compétences, ça va être difficile. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, on a plein de potentiel sur l'île par rapport à la problématique des déchets, qui peuvent nous permettre de gérer ces déchets pour produire du méthane. Et surtout, aujourd'hui, on a des réponses techniques pour nous, agriculteurs. C'est-à-dire que vous avez... moi, j'ai équipé mon abattoir avec des chaudières polycarburants qui peuvent tourner au méthane, au biodiesel et au propane. Chaudière vapeur pour la désinfection, étant capable de tourner aussi au méthane. Et aujourd'hui, vous avez Fiat qui propose des tracteurs New Holland au méthane et les petits camions, les Iveco, toute la gamme des Iveco qui peuvent tourner au méthane. Donc effectivement, on peut avoir cette autonomie sur les exploitations agricoles, d'avoir carrément, grâce à notre bouse, faire tourner nos véhicules agricoles. Et au niveau des coûts de production, je sais que Joseph a travaillé là-dessus, au niveau des coûts de production, c'est énorme. Et sur l'impact environnemental aussi, c'est-à-dire qu'au lieu de produire du méthane qui est très mauvais pour la couche d'ozone,
on va produire du carbone, mais c'est du carbone qui vient dans ce produit-là par l'intermédiaire de la plante, qui a été en partie prise par la photosynthèse pendant le fonctionnement. Donc automatiquement, on n'a pas le même impact sur le bilan carbone aussi, quand on va faire fonctionner des tracteurs avec un fossile ou avec du méthane produit par du compost. C'est énorme. Et là, je vous avoue que, personnellement, moi, exploitant agricole, qui a envie d'aller dans ce sens-là, je me retrouve un peu seul. Parce que on n'a pas les compétences qui viennent nous aider pour ça. C'est qu'on va avoir, bien évidemment, des services, l'ADEME, des choses comme ça, mais il est vrai qu'aujourd'hui, cette ingénierie qui peuvent nous permettre, nous, sur l'île, d'être très performants au niveau de notre autonomie, hein, c'est vraiment un point crucial. On va parler de ça, on va parler de l'eau, de la même façon. Moi, ça y est, j'ai installé mes hangars en photovoltaïque. Donc, du coup, maintenant, je vais être autonome en énergie pour mon abattoir, pour mes chambres froides et tout. Autonomie alimentaire aussi pour autonomie alimentaire complète sur l'alimentation. Le fourrage, les céréales, c'est énorme. On a cette capacité par rapport à l'insularité, grâce à l'eau, le climat. Je me suis rapproché de climatologues qui m'ont dit qu'effectivement, on allait on n'allait pas manquer d'eau, mais ça allait être différent. On allait plus sur un climat plus tropical. Hein. Et donc, il va falloir maîtriser le stockage de l'eau. On est ridicule à côté des Sardes qui, eux, ont déjà 80 barrages. Aujourd'hui, moi, je trouve que c'est dommage qu'on n'ait pas pu déjà avancer plus dans ce domaine-là. Mais le problème, c'est que nous, personnellement, et puis les moyens qui sont donnés peut-être à la recherche agricole, ne permettent pas de pouvoir donner des produits clés en main aux agriculteurs. Alors moi, j'ai cette volonté d'aller de l'avant. Donc je vais chercher l'ingénierie un peu partout, pour réussir à amener à bien ces problèmes d'impact environnemental le plus positif possible. Mais à un moment, il faudrait qu'on puisse réussir collectivement à avoir, c'est pour ça que c'est très intéressant, c'est pour ça que je suis venu aujourd'hui, collectivement, à avoir des démarches qui vont permettre à certains agriculteurs qui n'ont peut-être pas obligatoirement les moyens que j'ai pu avoir, d'avoir des produits clés en main, qui leur permettent de diminuer leur coût de production, d'être plus performants. Et aujourd'hui, bon, ce qui a déclenché chez moi ces idées-là, bon, je les avais déjà, mais c'est d'avoir fait une ACV. L'ACV vous met le doigt sur toutes les problématiques que vous gérez. Analyse du cycle de vie, oui, excusez-moi, parce que pour moi, c'est... Tout à l'heure. Oui. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve, enfin moi, sur mon exploitation, je me rends compte qu'on a la capacité d'être en parfaite autonomie globale. C'est-à-dire que du compost à la production de l'énergie pour la motricité de nos véhicules, notre matériel agricole, la production de l'énergie pour le chauffage, pour le froid, pour l'irrigation, le stockage de l'eau, remonter l'eau, on peut la remonter avec des pompes au méthane, on peut les remonter avec du photovoltaïque. Et tout ça, à ce moment-là, je pense qu'on peut réussir à le faire. Et en plus, le soutien de l'informatique et de la gestion informatique de tout ça est à mettre en place aussi. Parce qu'aujourd'hui, à un moment, on pourrait vraiment réussir à faciliter la gestion des exploitations agricoles grâce à tous ces outils. Parce que bon, on l'a fait, moi, depuis que je suis gamin, je suis allé mettre en route le motopompe, aller recontrôler le niveau du réservoir, après retourner arrêter le motopompe. Aujourd'hui, on peut tout automatiser. Et c'est ce qui est recherché. On ne cherche pas obligatoirement à aller faire de la performance, mais déjà de faciliter la gestion de l'exploitation agricole. C'est déjà quelque chose de très important parce que ça nous permet de nous libérer sur d'autres tâches qui vont être plus peut-être de la commercialisation, de la transformation, des choses qui sont différentes. Aujourd'hui, moi, je me suis rendu compte qu'on avait vraiment cette capacité à avoir des produits d'exception, qu'on a une exception insulaire sur la capacité d'autonomie, et que en plus de ça, ce sont des éléments qui, au niveau commercial, derrière, sont très importants parce que c'est une plus-value énorme. Quand vous avez un bilan environnemental qui est de très très bonne qualité, ce sont des produits d'exception. Après, ça devient des produits d'exception. Et sans compter qu'aujourd'hui, j'en parlais avec mon ami Casabian, François, j'ai fait des analyses grâce à cette autonomie alimentaire, sur vous savez, je pense que vous connaissez le label Bleu Blanc Cœur.
sur les produits qui ont des qualités au niveau des maladies cardiovasculaires. Il s'avère que c'est le rapport principalement basé sur le rapport oméga 3 oméga 6. Et j'ai fait faire les analyses sur notre viande qui est élevée sur du parcours. On bat tous les records. C'est-à-dire que pour avoir le label, il faut être à un rapport de 4 sur le rapport oméga 3 oméga 6. Les moyennes nationales des viandes sont à 8. Ils donnent des graines de lin pour faire redescendre ce rapport-là. Et moi, j'ai fait les analyses sur les viandes de bêtes qui sont en parcours. Attention, pas des bêtes maigres, des bêtes qui sont élevées en parcours. C'est pas pareil. On est à 1,5. C'est-à-dire que pratiquement, les cardiologues pourraient le mettre sur leur ordonnance. Vous voyez, et on pourrait vendre en pharmacie cette viande. Mais vous voyez, ce sont des choses sur lesquelles il faut travailler, il faut de l'ingénierie derrière, il faut qu'on réussisse à avoir un dynamisme de compétences et de production. Et je pense que grâce à justement l'ensemble des compétences qu'on peut réunir, on peut réussir à aller dans ce sens-là. Mais il faut encore que, évidemment, la profession soit demandeuse. On peut aussi parler des répercussions sur l'anticipation des maladies, les vaccins, la gestion des défenses immunitaires des bêtes aussi. Oui, là c'est plus compliqué, mais vous savez, il y a beaucoup de choses qu'on a oubliées. Moi, vous savez, je fais de l'agriculture comme au 19e siècle, mais j'utilise la technologie du 21e. À un moment, les vieux disaient il ne faut pas mettre les vaches dans les zones humides pendant la pleine lune. Voilà. Donc on ne mettait pas les vaches dans les zones humides pendant la pleine lune parce qu'on ne prenait pas la douve, qui est un parasite du foie. Et bien il s'avère qu'en faisant une petite étude, la douve, en parasitant la limnée, cette limnée monte sur les feuilles pendant la pleine lune. Et donc, dans les zones humides, si vous mettez les vaches, vous prenez la douve. Vous voyez, c'est toutes ces études-là qui nous manquent. Bon sens et explications scientifiques. Oui, on a besoin d'explications. C'est-à-dire que jusqu'à présent, c'était simplement des données. Et bon, on parle de fièvre catarrhale. Il s'avère que du chlorure de magnésium dans tous les abreuvoirs va renforcer les défenses immunitaires et va permettre d'avoir peut-être un peu moins de sensibilité à toutes ces maladies. Voilà. Il y a cette partie scientifique qui est importante et je crois qu'aujourd'hui, on a vraiment la capacité de le faire, mais il faut que vraiment ça soit collectif, quoi. Christian Agostini, vous nous avez parlé donc de la réalisation de cette plateforme. Vous en êtes à la construction de l'arborescence ? Voilà, c'est ça. Et puis du coup, je prends la balle au bon puisque le projet correspond à peu près à ce que vous venez d'expliquer, c'est-à-dire les besoins de collaboration et de proximité entre des chercheurs, des scientifiques et les gens qui sont sur le terrain. Donc ça fait partie d'un des intérêts de la plateforme, en fait, c'est d'essayer qui est réellement une collaboration dans le sens où on est des retours d'expériences d'agriculteurs, d'exposer leurs problématiques et de retours de scientifiques et d'arriver à les mettre en collaboration par rapport à cette plateforme. Alors elle n'a pas que cette mission. Pour moi, l'idée c'est que si je reprends une idée qui a été évoquée ce matin par Monsieur Casabianca, c'est-à-dire une agriculture d'autonomie, et quand je repense aussi à l'histoire de fruits et légumes, donc une agriculture qui est beaucoup plus de proximité, on va dire, de maraîchage et là on n'est pas dans des labels ou dans des filières, en fait, on est dans un projet plutôt, enfin moi c'est ce qui m'intéresse davantage, c'est des projets qui nous nourrissent et qui nous évitent d'aller acheter nos fruits et légumes au spar. Je n'arrive pas à trouver les quantités, par exemple, de légumes et de fruits qui sont produits en Corse et de ceux qui arrivent par le bateau. Mais comme ça, je m'imagine que on a quand même un énorme travail à réaliser, d'autant plus qu'on a des capacités, un territoire. Mais on bute là sur des grandes difficultés, puisque tout le monde sait qu'il y a des gros problèmes de foncier en Corse. Donc un jeune maraîcher qui a envie de s'installer ici, il ne trouve pas de foncier d'abord.
Quand il a fait un BPREA, il n'est pas du tout adapté pour faire de l'agroécologie. Non pas parce que l'école est déficiente, mais parce qu'on est dans une mutation et qu'il faut que cette école s'adapte, etc. Donc ça va être très très long. Il y a énormément de... Vous nous précisez les contours de l'agroécologie? Alors, ils ont été définis un petit peu tout à l'heure. Moi, je les prends... Alors, c'est très complexe de définir l'agroécologie. Parce qu'en fait, on peut la définir de façon militante, on peut la définir de façon très concrète en termes de... Pour moi, si je devais prendre, comment dire, l'essentiel, c'est quand même de faire de l'agriculture qui s'adapte à l'écosystème, c'est-à-dire l'homme vient s'inviter dans l'écosystème pour arriver à produire sans le bouleverser, va essayer de le copier. Et donc là, on a un travail énorme qui est fait. Il y a des tas de recherches et d'études qui sont faites, mais on constate que un jeune maraîcher qui va s'installer, il n'a pas accès à ça. Alors, ça ne veut pas dire que l'information n'existe pas, parce qu'en fait, il suffit de tapoter sur Internet et on trouve... Mais il y a nécessité peut-être de la centraliser, de la vérifier aussi, puis de l'offrir avec pédagogie. Exactement, parce qu'en fait, on trouve sur Internet énormément de choses, mais tout et n'importe quoi. Et puis des choses qui sont effectivement pas contextualisées. C'est pour ça que pour moi, c'est une plateforme sur l'agroécologie en Corse, c'est-à-dire en fait où on trouve toutes les informations possibles pour quelqu'un qui veut s'installer, qui veut produire en agroécologie en Corse, qui puisse trouver l'intégralité des renseignements dont il va avoir besoin spécifiquement sur le plan local. Et du coup, qui contribue? Alors, tous les contributeurs sont bienvenus, parce qu'en fait, un jardinier peut très bien avoir testé quelque chose chez lui, un maraîcher professionnel évidemment, mais aussi un scientifique qui fait de la recherche très pointue sur la génétique ou sur de la reproduction végétale, etc. Toutes les personnes sont bienvenues. Donc pour moi, ma première difficulté, en fait, c'est de faire une arborescence, parce que l'idée, c'est que ça soit ultra pédagogique, donc ultra simplifié, un petit peu comme la présentation qu'on a eue sur la triploïdie tout à l'heure, c'est-à-dire quelque chose qui soit compréhensible par quelqu'un qui a envie de faire du maraîchage et qui a besoin de réponses concrètes, pratiques, directes. Donc arriver à ce que l'arborescence soit suffisamment lisible et puis qu'elle mette surtout en lien les interdépendances. Exactement, les transversalités. Et ça, c'est pas facile parce qu'en fait, tous nos progrès en termes d'agriculture se sont faits justement sur la division de tous les éléments. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont très pointus sur l'irrigation, très pointus sur la pollinisation. Le problème, c'est que toutes ces questions doivent se recouper et que chaque jardin est unique. Et donc, ce qui est difficile aussi pour un jeune qui va s'installer, c'est qu'il n'a absolument pas le temps d'observer son terrain, de comprendre ce qui est intéressant d'y faire ou pas, et d'adapter sa culture à tous les éléments de l'écosystème qu'il a et qui sont uniques. Et donc, pour moi, l'idée de la plateforme, c'est qu'il puisse trouver le maximum d'informations pour pouvoir adapter et trouver les petits morceaux d'informations dont il a besoin pour son projet individuel. Y a-t-il des questions ? Oui, moi j'ai deux questions. Est-ce que vous avez un lien avec le réseau permaculture au niveau de la Corse, qui est assez actif, même s'il a connu des hauts et des bas, mais qui du coup est aussi déjà un peu dans cette philosophie de rassembler et de partager. Puis après j'ai une deuxième question. Alors oui, évidemment avec le réseau Corse de permaculture, mais avec d'autres, parce qu'il y a eu d'autres initiatives dans le passé. Et en fait, justement, là, pour moi, le réseau Corse de permaculture, ça a eu un avantage, c'est de se faire quand même se rencontrer un certain nombre de personnes. Mais là, on est vraiment dans du réseau, dans du forum, avec énormément d'informations qui se perdent, qui sont répétitives et qui finissent par lasser. Et du coup, on constate à la fois les bienfaits de ce genre de structure et en même temps ses limites. Voilà. Oui, tout à fait. Je pense que justement, c'est une manière d'opérationnaliser, de mémoriser, de classer, de vérifier. Enfin, voilà, il y a plein de fonctions qui ne sont pas couvertes par le réseau de façon spontanée. C'est ça. C'est-à-dire que, par exemple, pour moi, il y a des personnes qui interviennent sur le réseau, qui donnent des informations. Et donc, pour moi, l'idée, justement, c'est de sortir de ce système de forum, c'est-à-dire d'obtenir de l'information
un peu de la même manière, mais par contre de la ranger quelque part et qu'on puisse la retrouver facilement. Voilà. Qu'elle ne soit pas perdue, qu'on capitalise ce travail, parce qu'il y a énormément d'informations qui sont passées sur ce réseau. Sauf qu'aujourd'hui, quelqu'un qui cherche quelque chose, il n'a accès qu'au quotidien, aux nouvelles questions qui vont arriver. Oui, de construire une mémoire collective. Ma deuxième question, elle porte sur le rôle particulier du sol là-dedans, que vous n'avez pas évoqué, alors que je trouve, enfin moi personnellement, quand je travaille sur ces questions-là, je pense que c'est le fondement, quoi, c'est-à-dire avoir des sols vivants, donc travailler la matière organique, le microbiote du sol. Enfin, il me semble que c'est la base, quoi. Ah oui. Si on ne travaille pas sur les sols, à mon avis, on n'arrivera jamais à rien. Et donc, c'est presque un préalable, d'ailleurs. Ça prend 3, 4 ans, 5 ans pour faire une remontée biologique d'un sol qui n'a pas été travaillé ou qu'on récupère après un enfrichement ou des choses comme ça. Ou même des sols post-vigne, par exemple. Il y a pas mal de problématiques sur le post-vigne qui sont, à mon avis, très importantes. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, c'est pour ça que moi là, je ne parle en fait que du système de la plateforme, pas de son contenu. Alors, sur son contenu, il y a énormément de choses qui sont à mettre en place. Et c'est un projet qui est très ambitieux et d'ailleurs qui commence à me dépasser parce que je suis bénévole et que je me rends compte que je ne vais pas pouvoir l'assumer complètement. Et donc je ne veux pas me retrouver de nouveau avec un échec. Donc c'est pour ça que j'ai besoin de partenaires pour collaborer sur le plan du contenu, mais aussi de partenaires sans doute financiers, parce qu'aujourd'hui ça se fait dans le cadre d'un GI2E avec la DRAF, mais ça va vite devenir assez insuffisant. Voilà. Maintenant, par rapport à ce dont vous parlez pour le sol, pour moi, c'est bien au-delà de ça. C'est toutes ces questions-là, justement, que la plateforme doit aborder. Ça veut dire qu'il y a, arriver à comprendre les fondamentaux et les liens dans l'écosystème. Ça veut dire, pour moi, c'est quand même très complexe pour un jeune agriculteur, un jeune maraîcher, s'il n'a pas de notion vraiment précise du fonctionnement de la photosynthèse, du fonctionnement de la circulation de la sève, de la biologie, de la chimie, de l'énergie du sol. C'est juste pas possible. Sauf qu'aujourd'hui, cette information-là, elle est très difficile justement à avoir de façon simplifiée, rapide, qui lui permette d'aller de l'avant. Après, pour le sol, je dirais, il y a aussi une autre difficulté qu'on rencontre. Donc, je vais revenir sur le sol juste après. Ce sont les chapelles. C'est qu'en fait, il y a énormément d'expériences qui ont été faites, individuelles ou collectives, et qui, du coup, enferment certains agriculteurs dans une structure plutôt que de se servir de l'intégralité de ce qui a été proposé ou de ce qui a été pensé pour l'adapter à son terrain. Donc, pour moi, il y a des fondamentaux, disons, de la vie végétale, dont le sol, évidemment, le microbiote du sol, les champignons mycorhiziens, les vers de terre, voilà. Donc, évidemment, il y a tout ça. Puis il y a aussi toutes les différentes théories, systèmes, concepts qui ont été mis en place. La permaculture, la biodynamie, l'agriculture syntropique, le sol vivant. Alors, sauf que toutes ces initiatives qui ont été très intéressantes et qui ont donné des modèles efficaces et dont certains ont manifesté un fonctionnement, doivent être contextualisés à un terrain. Donc, par exemple, à titre d'exemple, j'ai rencontré une jeune agricultrice hier, donc qui a fait justement un passage à l'espace test, qui vient de trouver un terrain. Et donc, je lui demande ce qu'elle va faire sur son projet, puisque maintenant, elle n'est plus en test, mais qu'elle va s'installer. Elle me dit, je vais mettre des arbres et je vais m'inspirer de Stéphane, j'avoue que j'ai oublié son nom. Donc, je lui dis, je ne connais pas, donc je cherche, et je vois qu'effectivement, c'est quelqu'un qui a fait un système de verger hyper diversifié, avec différentes hauteurs, etc. Voilà, si on veut, voilà. Bon, mais il a conçu un système un peu particulier qui fonctionne très bien. Donc, il a fait un livre, et puis des vidéos, puis il fait des conférences. Sauf que quand je regarde d'un peu plus près, je me rends compte que en réalité, ça ne devrait pas la concerner, parce qu'elle est dans un paysage où il y a
où il y a de la neige pendant 3 fois par an, donc du coup le sol n'est pas le même, les réactions végétales ne sont pas du tout les mêmes. Et du coup, elle risque de s'enfermer dans cette chapelle. Donc pour moi, l'intérêt d'une plateforme comme celle-là, c'est qu'on puisse avoir il est intéressant son exemple, mais qu'il puisse être, qu'elle puisse avoir un panel assez rapidement de propositions pour qu'elle puisse aller chercher ce qui la concerne le plus. Oui, transposable et réaliste. Merci beaucoup, Christian. Laurent voulait réagir. Oui, en fait, on se rend compte que quand on parle souvent de transition écologique ou agroécologique ou même agriculture biologique, en fait, on complexifie les systèmes de production. En gros, comme vous l'avez dit, on intègre un système de production dans un écosystème. Il va falloir composer avec lui. Pendant longtemps, on s'est coupé en fait de cet écosystème de l'agriculture conventionnelle, même si elle a plusieurs dimensions, mais en général, quand la plante avait fait, on lui mettait des engrais minéraux, on faisait le travail du sol. Quand il y avait des mauvaises herbes, on appliquait des herbicides, ça marchait très bien, on n'avait plus d'herbes. Quand il y avait des insectes, on appliquait des insecticides, c'était très bien, on n'avait plus d'insectes, etc., etc. Maintenant, on se rend compte qu'il va falloir composer avec notre écosystème, et ce qui rend encore plus compliqué, je trouve, le travail d'agriculteur, parce qu'il va falloir qu'il connaisse son sol. Mais au-delà même du sol, il faut qu'il connaisse son environnement, parce que il va falloir qu'il compose avec les insectes. Avant, les insectes, on s'en débarrassait. Maintenant, on se rend compte qu'on va utiliser des insectes pour lutter contre les autres insectes. Donc, on va piloter une plante qui forcément ne parle pas. En fait, elle n'est pas en capacité de nous dire directement si elle est bien, si elle n'est pas bien, si elle est agressée, si elle n'est pas agressée. Et on va utiliser des insectes et on va encore complexifier le système, puisque on réinjecte du vivant et c'est encore plus compliqué. Donc du coup, le métier d'agriculteur va vraiment se complexifier énormément et va demander énormément d'ingénierie. Je pense que quand on parle de transition numérique, ça peut apporter. Souvent, on peut considérer que le numérique, ça fait partie d'une autre dimension quand on regarde l'écologie, mais je pense que ça peut complètement être complémentaire pour appuyer justement au quotidien ces agriculteurs. Par exemple, sur le sol, sur la gestion de l'eau, le fait de mettre des sondes dans le sol, ça permet d'avoir une image en temps réel. C'est pas instantané, c'est en temps réel. On sait si on a de l'eau ou pas dans notre sol. Mais même là, au-delà du sol, on a fait une petite mission en Israël. Ils utilisent les sondes pour connaître le sol, mais ils utilisent aussi des sondes pour connaître si la plante va bien ou pas, si elle a soif ou pas, parce qu'on peut avoir de l'eau dans le sol. Donc voilà, donc en fait, il y a tout plein d'instruments qui sont en train de se développer, des capteurs, pour mieux connaître son sol, pour mieux connaître son plante et pour vraiment ajuster, optimiser les pratiques. C'est pareil pour les insectes. En fait, il a composé avec tout un cortège d'insectes, certains qui sont bons, certains qui sont pas bons, certains qui sont bénéfiques. Donc là, on va développer un petit projet donc avec des collègues entomologistes de Montpellier pour développer des capteurs pour justement suivre en temps réel les populations d'insectes, donc pour reconnaître les insectes qu'on a dans notre verger, si c'est des insectes qui sont bons, si c'est des insectes qui sont pas bons, si les bons auxiliaires de culture on a introduit s'installent bien, tout ça. Donc voilà, donc toutes ces technologies vont appuyer l'agriculteur parce qu'il a besoin de beaucoup plus d'informations sur son verger, parce que c'est un système qui devient de plus en plus complexe. Et maintenant, il y a également des nouvelles technologies, mais qui existent depuis longtemps. En gros, souvent, on vient nous voir, nous, ou des techniciens, ou un agriculteur. Je parle de la plante, un arbre qui se comporte pas très bien. On nous demande qu'est-ce qu'il a, c'est quoi son problème. Nous, quand ça arrive chez nous, on va chez le docteur et on parle au docteur. Et on lui dit ce qu'on a, il arrive à faire un diagnostic. Nous, quand on va dans le verger, malheureusement, les arbres, ils parlent pas. Et même quand les docteurs n'arrivent pas à diagnostiquer, on nous fait passer des radios, des IRM. Donc voilà, on utilise des technologies. Et en fait, toutes ces technologies arrivent également en agriculture. C'est-à-dire que maintenant, il y a les drones qui arrivent, dans lesquels on connecte des caméras infrarouges, des caméras thermiques, des caméras multispectrales. Et le but, c'est d'essayer de faire parler l'arbre. Parce que souvent, quand l'arbre se met à parler, c'est-à-dire que souvent, il est trop tard. C'est-à-dire qu'il y a eu un problème, il y a eu soit une maladie qui l'a atteinte, soit qu'il y a eu un manque d'eau. Et donc prévenir peut-être, plutôt que de traiter, anticiper l'arrivée d'une maladie, là, on teste, un ravageur. Le but, c'est de voir si cette nouvelle technologie, on ne sait pas encore, c'est vraiment encore dans la recherche, voir si cette nouvelle technologie aide l'agriculteur à mieux connaître son verger, voir s'il est en bonne santé ou pas,
savoir s'il a besoin de traiter partout dans sa Prendre parcelle des décisions. ou pas. Voilà, est-ce qu'il a besoin de fertiliser partout? Il y a peut-être une zone dans la parcelle, puisque une parcelle ne sera plus hétérogène, plus homogène, pardon, mais plutôt hétérogène. Donc voilà, pour apporter la bonne dose au bon endroit. Donc voilà, c'était pour essayer de dire que il faut, voilà, le métier d'agriculteur va devenir de plus en plus complexe. Juste dans la gestion technique, il est aussi complexe dans l'aspect économique souvent, mais ça a toujours été le cas, je pense. Mais là, d'un point de vue technique, il se complexifie énormément, et je pense que le numérique a apporté. C'est encore en phase de test, d'apprentissage, mais je pense que c'est important. Merci Laurent. Je crois qu'il y a une question en haut de l'amphi. Oui. Moi, j'ai une question. C'est une remarque plutôt sur les rapports entre numérisation de l'agriculture et circulation de l'information et l'appropriation, la mise en acte en fait de cette agriculture. Là, j'ai quand même l'impression qu'on partage tous la même naïveté, c'est-à-dire que faire circuler de l'information, savoir, c'est faire. Or, on sait très bien que l'agriculture a eu les sciences paysannes le montrent. Tout à l'heure, Jacques Abatucci nous a parlé de ça, qu'il y a toute une épaisseur historique pour passer d'une information venant de l'extérieur à une réalisation sur une exploitation. Donc ça, c'est le premier niveau. Il y a un gap qui va passer par de la formalisation, par du tri, par des énoncés enseignables, par des lycées agricoles. Enfin voilà, c'est comme ça qu'on apprend le métier. Tous les métiers, pas que celui-là. Le deuxième niveau qui peut également être un élément de naïveté, c'est le niveau auquel on parle. Parce que là, on est surtout sur le point de vue individuel, c'est-à-dire l'appropriation par l'agriculteur. C'est le cas de l'agriculture de précision, à part que l'agriculture de précision, généralement, s'adresse à des agriculteurs professionnels. Tandis que là, dans le cas de tout à l'heure, c'est pas toujours le cas. Hein. L'engouement pour le corpus de la permaculture montre toutes les déboires et les difficultés que les gens rencontrent. Donc, comment on pense la numérisation lorsque ça transite par des apprentissages collectifs? C'est-à-dire la mise en place de référentiels techniques, la mise en place de modèles techniques, toujours pareil, pour rendre possible l'enseignement de ces nouveaux corpus. Voilà, deux questions, enfin, c'est plus des remarques. La circulation de l'information, c'est pas de la circulation, c'est pas de suite de la pratique. Et la question de l'appropriation collective me paraît tout autant décisive dans des ruptures en termes d'innovation que l'appropriation individuelle. Alors, pour la question du lien entre la pratique, la recherche, enfin, si je comprends bien votre remarque, justement, je pense que ce qui est vraiment intéressant là, enfin, il me semble que je tente par ce projet de répondre en partie à votre remarque. C'est-à-dire que je voudrais que sur cette plateforme interviennent, il y ait autant d'interventions d'agriculteurs, de leurs problématiques, de leur situation, de leur contexte. Donc, par exemple, j'aimerais moi rencontrer le maximum d'agriculteurs, de les interroger avec une fiche technique pour les aider à comprendre, rien que par les questions que je leur pose, à comprendre davantage leur terrain, pour pouvoir savoir d'où ils parlent quand ils posent un problème. Et du coup, de faire remonter ces informations-là, en fait, sur la même plateforme à des gens qui sont en recherche et ou qui vont être en recherche ou qui ont déjà des choses appliquées sur lesquelles ils veulent répondre. Et donc, de vraiment faire collaborer le praticien et le chercheur. Oui, alors, j'ai plus de micro, mais Jacques Abatucci et Jean-Marc Ambrosiani. Oui, c'est sûr que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand même, on parle de recenser les connaissances et tout, mais aller chercher un peu à l'extérieur. Mais nous, on a 2000 ans de tradition agricole. Il suffit de s'adresser aux vieux et d'aménager ces connaissances avec le numérique. C'est-à-dire que, par exemple, je vais vous donner un petit exemple. Parlons d'irrigation. Aujourd'hui, on a des techniques d'irrigation très sophistiquées où on calcule tout. Avant, on avait des martes, et je l'ai fait quand j'étais jeune. On bouchait la marte, elle débordait, on arrosait, et ainsi de suite. Moi, j'ai déjà travaillé sur... Et ça devrait être quelque chose qui devrait être fourni clé en main par les services techniques. Oui, tout. Vous pouvez avoir maintenant, vous avez la capacité d'avoir des écluses photovoltaïques télécommandées
avec des sondes d'humidité et avoir un logiciel de gestion qui puisse vous permettre automatiquement d'aller fermer votre vanne, déborder. C'est là qu'on va rentrer dans la précision numérique et avec la tradition agricole insulaire. C'est-à-dire que la Corse, c'est une île, c'est une montagne. Donc on avait une tradition d'irrigation avec des canaux partout. C'était un vrai veinage qu'on avait. Maintenant, quand on vient nous expliquer qu'on ne peut pas prendre en rivière, qu'on ne peut pas faire... Non, avant, c'était le principe de la richesse de la Corse, c'était son réseau d'irrigation. Son réseau d'irrigation qui faisait un veinage, qui réalimentait les nappes. Et donc maintenant, ce réseau d'irrigation, il faudrait qu'on réussisse à le remettre en place, mais il faut le gérer avec le numérique, avec cette gestion de besoins et de gestion en besoin en humidité de parcelles ou pas, en fonction de la spéculation qui est faite. Vous avez une oliveraie, une châtaigneraie, vous avez de la prairie, vous avez autre chose. Chaque fois, vous avez certains besoins. Et des fois, en montagne, vous aviez simplement la Marthe qui passait, qui infiltrait et qui permettait d'apporter suffisamment d'eau pour les châtaigniers qui sont en train de sécher. Mais tout ça, c'est quelque chose où il y a de l'étude à faire, mais surtout, le numérique, c'est simplement après l'application d'une tradition agricole qui existe depuis des millénaires. Il ne faut pas oublier qu'on a fourmi Rome en blé. Hein, et donc, c'était quand même pas rien. Hein, donc, on a cette expérience agricole. Il faut vraiment qu'on l'explique et que derrière, la numérisation nous permette de faciliter la tâche parce que c'est des choses qu'on ne peut plus faire. À l'époque, il y avait énormément de main-d'œuvre, de familles, et ça changeait tout, quoi. Mais le numérique peut être très important par rapport à ça, par rapport à l'utilisation de cette tradition. Et la mémoire, hein, le stockage de l'information. Jean-Marc Ambrosiani. Moi, effectivement, je pense que la richesse du numérique aujourd'hui va contribuer, va faire partie des solutions sur lesquelles on peut s'appuyer pour retrouver des capacités à intervenir. Une grande partie de l'industrialisation de notre agriculture dans le passé est venue aussi pour se simplifier la tâche dans l'exploitation. Et aujourd'hui, on sait tout le mal que ça fait de trop industrialiser et pour revenir à des méthodes plus artisanales, on ne peut pas non plus revenir à des méthodes complètement artisanales. Donc le numérique et les capacités qu'on peut développer aujourd'hui sont fondamentales pour les transformations, pour revenir à un mode d'exploitation plus intéressant. Moi, je notais de votre présentation, monsieur, le rôle et la responsabilité qu'on a, nous aussi, établissements publics, opérateurs, dans l'accompagnement. Nous, à l'ADEME, on s'attache, on aide le développement d'outils, de méthodes, d'outils numériques. On a développer pas mal de choses avec Solagro, sur la connaissance des sols, sur la connaissance de l'agriculture, sur la connaissance des systèmes alimentaires, etc. On s'attache systématiquement à pousser les opérateurs avec lesquels on travaille, les opérateurs privés ou moins privés, à ce que ces données qu'on travaille en tant que public soient ouvertes en open data. Et je pense que pour des travaux comme ceux que vous avancez, ça sera fondamental. Et on a ce rôle-là, et je pense qu'on peut le partager avec tous les opérateurs en Corse, tous les opérateurs publics, c'est que il y a vraiment aussi une grosse partie de données, d'informations qui est utile dans d'autres secteurs, ou pour regarder les situations sous certains angles. Ces données-là sont fondamentales. Il est fondamental de les partager parce que c'est en les enrichissant, en les croisant, qu'on va arriver à créer quelque chose qui donnera plus d'informations, mieux d'informations. Je préfère dire mieux d'informations d'ailleurs, parce que de l'information pour stocker de l'information et faire des gros data serveurs derrière, c'est pas terrible non plus. Mais effectivement, mieux d'informations, ça sera utile. Dernière question. Oui, c'est une remarque pour dire que la définition du mot développement, c'est justement augmenter ce qui existe et ce qui existait du moins. Et que le numérique et toute l'innovation, enfin toute la recherche vient justement procéder au développement de ce qui existait. Au moins on est sûr de ne pas taper à côté de l'écosystème local et d'aller dans le sens de là où on doit aller avec notre culture, avec nos territoires, avec notre façon, notre approche sociologique, etc. L'autre exemple, alors la Chambre, elle fait un peu ce job-là de mettre en relation, de mettre l'agriculteur au fait des dernières technologies, des avancées, etc. Elle le fait. Aussi faut-il que la recherche soit adaptée à ce que les agriculteurs et à ce que la Chambre a besoin
pour les agriculteurs. Et là, j'ai une preuve, là, c'est qu'on a un problème justement dans la lutte biologique en utilisant des insectes sur des maladies. Et finalement, on voit que sur le continent, alors qu'on supprime, et à juste titre, et tant mieux, le phytosanitaire, parce qu'il est plus nocif que bénéfique, on utilise cette lutte biologique, c'est-à-dire utiliser des vecteurs, d'autres animaux pour se débarrasser des mauvais. Mais en même temps, les animaux qui sont trouvés et qui sont utilisés sur le continent ne peuvent pas être utilisés en Corse. À cause de la biodiversité spécifique de la Corse, on ne peut pas introduire ces animaux en Corse. Donc on est dans l'incapacité d'utiliser du phytosanitaire, et tant mieux, mais en même temps, personne ne s'est penché sur notre problème à nous, où on ne peut pas bénéficier de la recherche continentale sur justement l'utilisation de cette lutte biologique. Laurent, oui, vous n'avez pas de micro. Vous l'avez. Oui, en effet, c'est un vrai problème. Je pense que ce matin, Mathieu a évoqué le problème des produits phyto où les firmes ne voulaient pas investir pour uniquement 1600 hectares. C'est vrai que ce problème-là existe sur la lutte bio, mais vis-à-vis de, en fait, introduire un insecte qui n'est pas présent sur le territoire corse, quel peut être son impact. Nous, on y travaille, par exemple, mais il y a une maladie qui menace énormément les agrumes, qui est le HLB, qui est le greening. On a eu un projet européen là, qui s'est terminé il y a quelques mois en juin. Donc, c'est des psylles qui sont vecteurs de cette maladie, psylle africain, psylle asiatique. Et en fait, il y a des insectes, Triosa erythrae, Triosa dri, en fait, qui sont utilisés en Espagne et au Portugal et qui marchent très bien. Donc, nous, on a lancé les démarches au sein de l'INRA, notamment avec Sophia Antipolis, Nice. En fait, ils ont des cellules de quarantaine et ils font tout plein de tests d'adaptation ou pas pour savoir si on peut introduire cet insecte. Alors peut-être qu'on ne travaille pas sur les insectes qui sont prioritaires à l'heure actuelle, comme par exemple la punaise diabolique, je sais c'est un sujet. Mais en tous les cas, on y réfléchit et on y travaille avec Sophie Antipolis et sur Bordeaux pour un insecte qui pourrait arriver à l'avenir pour essayons d'être présent au moment où on en aura besoin. Donc on y travaille quand même sur ce sujet-là. Merci. Je voulais juste rajouter par rapport à ce qu'a dit Laurent, sur encore plus dans l'actualité. Là, on travaille sur le problème des bourdons sur les tomates. C'est-à-dire pour qu'il y ait des tomates corses l'été prochain, sont attaquées à l'heure actuelle par un ravageur. Et là, on travaille justement avec Sophia Antipolis et avec la DRAF sur un projet. Je suis en train de regarder maintenant, justement. On est en train de faire le financement, là, pour avoir des bourdons, parce que les ravageurs qui s'attaquent à la tomate corse sont des ravageurs endémiques. Et pour les tuer, il faut des bourdons corses également. Donc, on retrouve la problématique qui a été présentée ici. Et c'est-à-dire que les bourdons du continent, ça ne marche pas. Donc il faut qu'on en produise et qu'on les reproduise. Et voilà une opération sur laquelle on est à l'heure actuelle, qui est très chaude et qui fait qu'on avance beaucoup quand même. Et pour rebondir sur cette thématique des parasites qui font beaucoup de mal à la production insulaire, pour animer une émission consacrée au jardin tous les samedis, en raison du changement climatique et du réchauffement, on a des mouches qui piquent par exemple les agrumes très tardivement et pour lesquelles on a beaucoup de mal à installer et à renouveler les pièges de manière efficace. Morgane ? Moi j'avais une simple question. On n'a pas trop parlé de numérique, du coup. En effet. Parce que en fait, vous avez évoqué plein de solutions possibles. Quel est le coût de ces solutions-là ? Est-ce que c'est accessible en fait à tous les agriculteurs ou il y a quand même Jacques Abatucci a dit un non catégorique. Alors, écoutez, moi je vous dis non. C'est déjà parce que on n'a pas la formation. Enfin moi personnellement, parce que je suis plus âgé, mais des plus jeunes peut-être peuvent l'avoir. On n'a pas la formation. Et puis ensuite, il faut que des ingénieurs s'y intéressent. À un moment, quel est l'ingénieur qui va aller faire monter une étude sur l'irrigation par débordement d'oliveraies centenaires, et avec tout le programme qui va aller d'automatisme et d'écluses qui vont se fermer et tout ça. Si c'est pas... vous voyez,
moi, je vois le numérique du résultat. Alors, on peut être demandeur, mais encore faut-il avoir des gens qui vont être capables de développer derrière ces domaines-là et s'y intéresser. Comment les amener, nous, en tant qu'agriculteurs, par rapport à nos problématiques, à venir sur le sujet, je ne sais pas. Alors, moi, je le fais aujourd'hui indirectement. J'ai fait faire un logiciel par un cabinet sur le continent qui m'a fait un logiciel où je peux tracer, j'ai une traçabilité sur mes barquettes de la naissance du veau à la barquette de vente, vous voyez. Donc c'est une traçabilité. Il a fallu de la gestion informatique derrière. Il a fallu des ingénieurs informaticiens qui se sont occupés de monter ce logiciel. J'ai été demandeur, j'ai payé quelqu'un pour le faire. Voilà. Je pense que je suis pas performant là-dedans et beaucoup d'agriculteurs ne le sont pas. Donc on n'a pas le réflexe, vous voyez, numérique. Et moi qui n'avais pas été formé du tout là-dessus, je me suis rendu compte à quel point ça pouvait nous aider. Vous voyez ? Mais il faut qu'on nous mette le doigt dessus. Vous voyez, en disant, voilà, c'est intéressant parce que votre irrigation, au lieu de vous lever en pleine nuit, arrêter la machine là-bas ou pas, ça va se faire tout seul. Vous voyez, parce que le taux d'humidité sera acquis dans le sol et la machine va s'arrêter toute seule. Vous voyez, ça c'est quelque chose sur lequel il faut mettre le doigt parce qu'on n'a pas obligatoirement les compétences. Déjà qu'il nous en faut. Vous savez, on est chef d'entreprise en même temps qu'on est producteur, qu'il faut être agronome un peu. Il faut on accumule beaucoup de compétences à avoir pour être performant. Si c'est pour être cueilleur, c'est pas pareil. Mais pour être performant et productif, il faut avoir pas mal d'arcas, pouvoir faire beaucoup de choses en même temps. Mais là, c'est franchement très spécifique. Donc, soit on s'adresse à des cabinets privés, soit on a des outils collectifs qui sont capables de le faire. Mais pour qu'un agriculteur fasse la démarche d'aller chercher un cabinet privé qui va vous faire un logiciel spécifique pour la gestion de votre exploitation, il n'y en a pas beaucoup. Vous voyez ? Donc, je pense que... mais par contre, les problématiques sont les mêmes, pour beaucoup. Vous voyez, donc ça serait du collectif qui devrait pouvoir être fait. Hein. Et vraiment, je pense qu'on a des vraies solutions techniques grâce au numérique pour pouvoir faciliter la tâche qui est quand même le métier d'agriculteur qui est dur. Hein. Et il faut qu'on réussisse à mettre en avant justement sur quel point on va être soulagé. Vous voyez ? Et c'est ça qui est important. Très courte. On a beaucoup parlé d'agriculture, d'élevage. Je trouverais dommage de ne pas citer l'usage qui s'est généralisé du GPS dans l'élevage pastoral. À l'heure actuelle, le GPS est quelque chose qui est très très utilisé. Bon, dans le temps, on avait un castrat qui portait la cloche et qu'on essayait de repérer quand on le pouvait. Aujourd'hui, vous avez des animaux, alors il faut bien choisir par rapport des têtes de famille, etc., pour que le troupeau circule, exactement comme pour la cloche. Et on a l'information sur son smartphone pour savoir où est-ce qu'ils sont, est-ce qu'ils ont passé la crête, à quelle heure ils arrivent pour la traite. Voilà. Ça, ce sont des choses très concrètes et qui marchent très très bien aujourd'hui. Voilà. Merci d'avoir fait le lien donc avec le numérique. Je voudrais que le mot de la fin vous appartienne, Jean-Marc Ambrosiani. Vous avez peut-être un petit peu moins parlé que les autres en tribune, justement sur le rôle de l'ADEME pour accompagner nos agriculteurs corses dans cette transition. Oui, j'avais envie de vous éclairer un petit peu, mais on va pas prendre tout ce temps-là parce qu'il me faudrait quand même une dizaine de minutes sur les visions 2050, comme je vous disais, et je vais plutôt vous inviter à aller regarder un petit peu tout ce qu'on a produit, ce qui trouve beaucoup sur Internet, les futurs en transition et toutes les dimensions qui ont des impacts, et notamment bien sûr l'agriculture et l'alimentation, sous forme de 4 scénarios qui sont plus ou moins technologiques. En gros, pour vous le faire très court, depuis le scénario où chacun de nous individuellement va rechercher la sobriété jusqu'au scénario du pari réparateur où demain on trouverait des solutions technologiques, numériques qui répondent à toutes nos questions à notre place et qui du coup nous permettent de piloter efficacement aussi bien nos productions agricoles qu'industrielles et diminuer notre impact sur le climat.
les différents chemins sont tous des chemins qui sont possibles, qui ont été travaillés avec 200 personnes, à peu près 200 experts de toutes les catégories, de tous les sujets, qui ont partagé des visions. Ces visions, depuis 2 ans, elles sont en ligne et elles sont challengées. Et on a énormément de contributions qui nous disent oui, mais est-ce que vous avez pensé à ? Donc elles sont enrichies au fur et à mesure. N'hésitez pas à les regarder, à voir si ça vous parle. Je pense que un exercice qu'on n'a pas réussi à faire, et peut-être le lancer un jour ici en Corse, c'est comment on les prend en main au niveau de la Corse. Parce que ces analyses basées sur un certain nombre de grandeurs macroéconomiques sont valables sur la France et d'abord sur l'Hexagone, pas tellement sur ce qui se passe en Corse pour un certain nombre de cas plus particuliers. Notre agriculture, notre île montagne sont forcément des cas très spécifiques par rapport à ces données qu'on partage. Les apprentissages essentiels qu'on a là-dedans, je vous le disais, c'est au niveau de notre alimentation, la façon de s'alimenter va devoir changer. Et on va devoir travailler notre rapport à l'alimentation en général. Quel que soit le scénario. Quel que soit le scénario. Et j'entendais dans une conférence il n'y a pas très longtemps un ami ici présent qui nous alertait sur le fait qu'en Corse, on s'est détaché du régime alimentaire culturel. On l'a dit, y compris ce matin. Pardon, j'ai raté votre exposé ce matin, je suis désolé. Et effectivement, c'est aussi ça, ce qu'on est en train de perdre et qu'il faut qu'on arrive à retravailler. Alors, on n'est plus tellement dans le numérique, sauf que le numérique et le partage de la connaissance, le partage du pourquoi on le faisait, ça peut revenir, pour moi, ça peut revenir par le numérique. Parce que nos générations qui nous suivent, alors je considère que je fais partie de ceux qui commencent à avoir du mal avec un certain nombre d'outils, mais les générations qui nous suivent, elles sont natives numériques. Et pour elles, ce qui est dans la machine, c'est la vérité. Et c'était surtout ça le lien que j'avais envie de faire avec vous. On met à disposition des choses, nous, beaucoup de choses sur Internet, parce que on croit énormément au rôle qu'aura cette information, l'information la plus vraie possible, au milieu d'un brouhaha d'informations qui dit tout et n'importe quoi, qui est éventuellement trop spécialisé. Vous parliez de boîte tout à l'heure, où on s'enferme parce qu'on suit un chemin et on finit par croire que c'est le seul chemin. Et je pense qu'on a aussi tous un rôle à alimenter de l'information, de l'information la plus honnête scientifiquement possible et puis après il faut arriver à lui donner sa place au milieu d'informations qui sont moins propres, moins bien travaillées. C'était éventuellement le point d'attention que je vous proposais de partager simplement pour ces quelques minutes. Merci infiniment, merci à tous.